À la une de l'actualité ce soir, le Front social se mobilise pour apporter un soutien ferme à la mise en œuvre du PNDS. Ce matin, face au Premier ministre Paul Kabatieba, 5 centrales syndicales et 13 syndicats autonomes estiment que le référentiel prend en compte les préoccupations d'emploi pour les jeunes et de bien-être des travailleurs. Sur la table des discussions, des propositions concrètes, des détails dans cette édition. Dans cette édition également, une disparition qui inquiète à Pobé Mengao. La statuette Tagabi n'est plus à sa place habituelle depuis plusieurs jours. Une disparition qui inquiète après le vol en 1990 de Mamio, une autre statuette sacrée chez les Kurumba. Le ministère de la Culture qui se mobilise pour la retrouver est très intéressé par toute information pouvant remonter à la statuette. Et puis, une explosion a retenti dans le métro de Saint-Pétersbourg ce lundi en début d'après-midi. Les premières informations sur la situation arrivent pour le moment au compte-gouttes et de façon confuse. Mais l'attentat aurait fait une dizaine de morts. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. On se rappelle leur sortie en janvier 2017, ces organisations syndicales qui apportent leur soutien au PNDS. Ce matin, elles sont allées faire au Premier ministre des propositions concrètes pour la réussite de ce référentiel. Pour ces syndicats, le nouveau référentiel est un levier à même d'aider à la création d'emplois pour les jeunes, mais pas seulement. Il peut aussi contribuer au bien-être des travailleurs. Explication, Nathalie Sawadgo. 5 centrales syndicales et 13 syndicats autonomes expriment leur soutien au gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Ils sont venus le signifier au Premier ministre Paul Kabatieba. À cet effet, ils ont défini 3 axes pour la prise en compte des travailleurs du Burkina. Aujourd'hui, on vient réaffirmer notre soutien au PNDS en 3 axes, à savoir au niveau de la justice, l'indépendance de la justice, également au niveau des conventions de l'OIT, on a parlé de 189 qui parlent de travail domestique, et puis également le capital humain, où il faut absolument revoir comment nous pouvons vraiment aider le gouvernement à aller de l'avant sur l'économie nationale. L'enjeu ici, c'est la bonne marche de la nation. Et pour Paul Kabatieba, cette démarche réconforte et encourage le gouvernement et renforce la confiance dans les capacités des peuples burkinabés à se retrouver dans les grands moments. C'est une démarche qui nous, nous met en confiance pour gagner la bataille de la lutte contre la pauvreté par la mise en œuvre réussie du PNDS. Ça nous montre qu'au-delà de la défense des intérêts syndicaux, des intérêts corporatistes, chaque fois qu'il est question d'enjeux nationaux, d'enjeux patriotiques, les Burkinabés savent se retrouver pour sauver l'essentiel. 5 centrales syndicales sur 6 et 13 syndicats autonomes sur 17 ont adhéré à cette initiative du soutien au PNDS, le Plan national de développement économique et social. Sur le front sécuritaire, le ministre en charge de la sécurité a quant à lui ses propositions pour mieux communiquer sur la lutte contre le terrorisme. Simon Compaoré a en effet son plan média qu'il a nommé Programme d'urgence médias et sécurité. Avant son opérationnalisation, il en a d'abord évoqué avec la présidente du Conseil supérieur de la communication. Qu'est-ce qui sera mis en avant dans ce plan? On en parle avec Yoran Lompo. Depuis le 21 février dernier, le CSA a entrepris une série de concertations avec les hommes de médias sur le traitement de l'information en période de crise. Conscient qu'un recadrage s'avère nécessaire dans ce domaine, la présidente du Conseil supérieur de la communication et son équipe sont allées échanger avec le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Le traitement de l'information aujourd'hui, tel que nous le constatons dans les médias, pêche. Il y a des recommandations qui ont été faites, notamment par exemple la question d'accès à l'information sécuritaire et la question de formation aussi. Vous savez, il est question de secret militaire. Qu'est-ce que le secret militaire? Moi, je n'en sais absolument rien. Et ce sont les militaires qui peuvent dire ce que c'est que le secret militaire. Dès le 14 avril prochain, un programme d'urgence médias et sécurité sera lancé. La guerre asymétrique que les terroristes nous imposent
commande que nous ayons avec nous l'ensemble des hommes et des femmes de la presse de notre pays pour nous accompagner. Sinon, il serait difficile pour nous de pouvoir compter nos victoires. Serrons-nous les coudes et ayons ce grain de patriotisme-là. Et vous allez voir que les murs de Jéricho vont commencer à tomber. Ce programme d'urgence prévoit des sessions de sensibilisation et d'information. Et il a été demandé aux hommes de médias de toujours vérifier les sources d'information avant toute publication, car c'est à ce prix qu'on pourra éviter d'éventuels dérapages. Sur un tout autre plan, mais insécurité toujours, la reprise ce matin du procès de l'affaire poudrière de Yimdi. Les témoins ont défilé ce matin à la barre donc pour donner leur version des faits. Des témoins comme le commandant du poste de garde de la poudrière. Au tribunal ce matin également, d'importants matériels militaires appartenant aux assaillants ont été présentés à la cour. Les échos avec Fabrice Nébier et Zoubaviel David Abiré. 7 témoins, dont l'adjudant-chef Bena Samandoulgou, commandant du poste de garde de Yimdi le 21 janvier 2016, à la barre ce matin pour livrer leur version des faits sur l'attaque de la soute de Yimdi. Dans son récit, l'adjudant-chef dit avoir entendu des discussions entre la sentinelle de garde et des personnes inconnues dans la nuit du 21 janvier 2016 autour de 2 heures du matin. Alerté, il ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu sur les inconnus. Mais avant l'exécution de son ordre, il reçut des rafales de Kalachnikov des assaillants pendant près de 10 minutes. Et c'est la débandade dans ses rangs. Selon le commandant du poste, seuls 3 éléments résistent aux attaques avant de prendre aussi la poudre d'escampette. Toujours selon l'adjudant-chef, les assaillants avaient auparavant neutralisé et ligoté les soldats des 3 autres postes de garde grâce à un code militaire livré selon lui par une taupe, le soldat Abou Ouattara. Ils prennent ainsi possession du bâtiment militaire. Un récit que le sergent-chef Ali Sanou, le sergent Olopoda Stanislas et le caporal Desmond Toué, tous membres du commando d'attaque de Yimdi, refutent et maintiennent toujours avoir effectué leur mission sans un coup de feu. Des propos qui ont donné lieu à des reconstitutions des faits devant le tribunal entre le caporal Desmond Toué et Zakaria Koussoubé, un des soldats ligotés au cours de l'opération. Pour maître Fako Bruno Ouattara, avocat commis d'office à la défense du sergent-chef Ali Sanou, l'absence de douilles des assaillants prélevés sur les lieux de l'attaque et le manque de relevés téléphoniques démontrent à souhait les manquements dans ce dossier. Après ces confrontations, des sacs contenant essentiellement des kalachnikovs, des grenades, des munitions de guerre et des obus sont présentés à la cour comme pièce à conviction. Selon le parquet, cet arsenal appartenant au sergent-chef Ali Sanou aurait été découvert chez son maçon Bilgo Ousmane. Des faits que le principal accusé ne nie pas et confirme les avoir prélevés à la soute de Yimdi. L'audience continue demain avec les réquisitions du commissaire du gouvernement et les plaidoiries des conseils des accusés. Quant à la CODER, la Coalition nationale pour la réconciliation nationale, elle poursuit ses missions à travers les institutions et organisations du Burkina pour prêcher la réconciliation nationale. Ce matin, Maître Gilbert Noël Ouedraogo et ses camarades étaient chez Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition. Que se sont-ils dit? La réponse avec Nyakiteda. Les membres de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation, arrivent au siège du CEFOP, le chef de file de l'opposition politique, avec 2 préoccupations. Présenter la structure, ses objectifs, sa vision et sa démarche au cadre de concertation du CEFOP et ensuite demander l'implication active du premier responsable pour que la réconciliation nationale soit une réalité. Le chef de file de l'opposition, qui est une institution républicaine, doit être impliqué au plus haut niveau dans ce processus de réconciliation pour donner une marque spéciale sur la nécessité que nous puissions aller à la réconciliation. Pour Gilbert Noël Ouedraogo et ses camarades, la réconciliation tant souhaitée n'exclut pas la justice, mais une justice impartiale et équitable pour tous. La finalité, œuvrer à la paix des cœurs pour relancer la machine de développement de la nation avec tous les Burkinabés. Une vision partagée par le CEFOP qui donne une suite favorable à la démarche. Une démarche empreinte de sincérité.
et que quand on dit réconciliation, il ne s'agit nullement que des politiciens s'entendent entre eux pour faire des agréments ou des deals. Donc c'est de faire en sorte d'ouvrir la voie pour que le peuple, c'est d'ailleurs lui qui, in fine, sera le plus grand acteur. Il est important que dans chaque chose, un groupe de personnes où la colère a commencé, elle a souhaité maintenant que l'ensemble de l'opposition y aille. 3 partis membres de la CODER sont du CEFOP. Et à l'occasion, ils ont réaffirmé être solidaires des actions de l'opposition politique burkinabé et entendent y rester pleinement afin de jouer leur partition. À l'arrondissement 3 de Ouagadougou, un groupe de conseillers municipaux réclame la tête du maire. Rainatou Ouedraogo, celle qui est considérée comme la plus jeune maire de la ville de Ouagadougou, est accusée de mauvaise gouvernance. Mais ce matin, un groupe de manifestants est allé signifier à Dame Ouedraogo leur soutien et affirmer leur détermination à la défendre âprement. Des détails avec Tanga Robert Kafando. Les manifestants dénoncent ce qu'ils appellent la manipulation et affirment leur soutien au maire de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou sous l'objet d'une motion de défiance introduite par un groupe de conseillers le 29 mars dernier pour sa révocation. Nous, population de l'arrondissement 3, nous annonçons notre indignation face à ce que nous appelons un manque de maturité et une manipulation des faits en vue de justifier un complot contre notre arrondissement. Mauvais management de l'arrondissement, mauvaise gestion des recrutements TIMO, manque de collaboration suffisante avec les membres de l'exécutif, mauvaise gestion du carburant, enrichissement illicite, tels sont les motifs évoqués dans la motion et le maire dit s'en remettre au texte en vigueur tout en appelant ses soutiens à la mobilisation et à la vigilance. Moi, je ne veux pas trop parler de cette motion parce qu'il y a les textes en vigueur que nous devrons appliquer. Ce matin, moi j'ai des mots de remerciement à lancer à l'endroit de cette population qui m'a fait confiance et qui a voulu m'apporter son soutien. L'UPC, le parti qui a la gestion de l'arrondissement, lui dénonce un complot monté par le parti au pouvoir avec la complicité des 4 conseillers de son propre camp. Selon le Code général des collectivités, le maire a l'obligation de convoquer une session extraordinaire dans un délai d'1 semaine, suivant la date de l'introduction de la motion pour délibérer sur la question. Affaire donc à suivre. Autre remous, cette fois-ci chez les commerçants de Ouagadougou. Ces derniers interpellent le gouvernement burkinabé sur la situation des grèves anarchiques que le pays connaît et qui minent, selon leur avis, le secteur économique et les promesses également non tenues du gouvernement. Ces commerçants s'inquiètent également du climat sécuritaire qui met en péril le tissu économique. Maïmouna Traoré. Les grèves des fonctionnaires inquiètent les acteurs économiques. Leurs affaires tournent au ralenti. Ils interpellent alors le gouvernement. Chaque fois quand il y a des grèves, ça ne fait que retomber sur le privé. À chaque fois que vous partez pour certains trucs, bon, on vous dit nous sommes en grève. Chaque fois on est obligé d'attendre. Et ça nous met en retard par rapport à beaucoup de choses aussi. Voilà pourquoi nous interpellons le gouvernement que quand il y a grève, ils n'ont qu'à trouver une solution, au moins le plus rapidement possible, pour nous permettre, nous aussi, de travailler. Selon toujours les conférenciers, la situation sécuritaire avec les attaques terroristes impacte négativement leurs activités. Si toute la population se communique avec les autorités, avec les forces de l'ordre, je pense qu'on peut trouver une solution. Il faut qu'on collabore ensemble. Si on collabore, en tout cas, cet fléau, on va le mettre dehors. Ils invitent par ailleurs les acteurs économiques à payer régulièrement leurs taxes. Le 1er avril dernier, le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques était dans la région des Cascades pour constater le déroulement de la campagne sèche. Dans l'ensemble, il ressort que la campagne se présente plutôt bien malgré l'insuffisance des moyens matériels et techniques chez les producteurs. En plus de la visite dans les exploitations, le ministre Jacob Ouedraogo a lancé le projet de réhabilitation du barrage de Nyonfila afin d'avoir de l'eau en permanence et en quantité pour les besoins d'irrigation. Drissa Traoré et Moumouni Baro sur place à Bobo Dioulasso pour le compte-rendu. Le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, sur le site du barrage de Nyonfila dans la commune de Douna. Il s'y est rendu pour constater de visu l'état de dégradation de cet ouvrage hydraulique avant de lancer officiellement les travaux de réhabilitation de l'ouvrage et du périmètre irrigué.
Elle devait produire 1500 hectares pour aider à la productivité et à la production. Malheureusement, ce barrage n'est pas arrivé à toutes ses capacités de production. Le barrage est en train d'être endommagé. Il fallait quand même secourir rapidement. Le ministre s'est également imprégné du déroulement des activités de la campagne sèche dans les cascades. Nous avons vu que dans cette région, il y a eu beaucoup de production de plusieurs types de légumes. Nous avons encouragé ce qui est fait dans cette région et je pense que c'est quelque chose à encourager. Après la visite terrain, Jacob Ouedraogo s'est entretenu avec les producteurs et ce fut l'occasion pour eux de poser leurs préoccupations. Au moment de l'épiaison, les hippopotames rentrent et puis ravagent tout. Bon, vraiment, c'est un grand handicap. On ne sait pas quelles mesures l'État peut prendre pour ces producteurs. Dans les hautes terres, on a des problèmes avec les éléphants qui arrivent même à tuer des personnes. Une autre rencontre avec les acteurs du développement rural, mais cette fois-ci dans la capitale des paysans noirs. Il était question d'échanger sur la relance de la production agricole en général et de la production irriguée en particulier, afin de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural. Toujours dans les cascades, 200 femmes et jeunes de Niangologo outillés sur des techniques de production, d'entretien des vergers et de processus de production de la mangue séchée bio. L'initiative est de l'association Thon de Niangologo à travers un projet financé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La cérémonie de fin de formation est intervenue ce 1er avril à Niangologo en présence de Hassan Gourabou et de Moussa Sanou. Ce samedi 1er avril est un grand jour pour ces femmes et ces jeunes. Après 2 mois passés à apprendre la production, l'entretien des vergers et le processus de production de la mangue séchée bio, les voici désormais nantis d'une attestation de fin de formation et de kits d'accompagnement. Nous avons appris beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas, telles que trier les mangues, les laver, comment les découper et comment les sécher et ensuite comment les mettre dans les sachets. Avec cet apprentissage que nous avons reçu, nous savons que nous allons avoir beaucoup de choses en nous-mêmes à pouvoir aider nos familles. C'est le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui a financé cette formation, un projet de l'association Thon, une structure disposant d'une unité de séchage de mangue à Niangologo. Cette formation est venue quand même à partir d'un constat. Un constat qu'on a remarqué que nous avons plus de commandes, nous avons plus de demandes, mais nous remarquons également que la productivité est en train de baisser. Donc nous avons jugé utile de soumettre un projet au niveau du FAFPA. Donc c'est pour nous véritablement une note d'extrême satisfaction de voir que dans toutes les régions de notre pays, des associations aussi dynamiques que l'association Thon existent. L'association Thon, qui a vu le jour en 1991, compte aujourd'hui 2885 membres. Cette cérémonie de fin de formation de 200 femmes sur la production, l'entretien des vergers et le processus de production de la mangue séchée marquait également le lancement de sa campagne de la mangue séchée. En santé, attention au risque de maladie dans l'utilisation de sachets plastiques contenant la nourriture. Nous courons des risques de diabète, de troubles de la sexualité, voire de fertilité, mais aussi des cancers. Explication, Ismaël Diloma Sirima. Pour payer à manger de nos jours, plus besoin de plats. Toutes les vendeuses disposent de nouveaux contenants. Nous, on vend aux attiékés. Les gens aiment venir acheter plus souvent avec des sachets qu'avec des plats. Mettre ainsi sa nourriture dans un sachet est devenu presque normal chez beaucoup de Burkinabés. Cependant, c'est un geste qui peut nous coûter cher. Ça peut entraîner des stérilités secondaires ou même une infertilité. Ça peut entraîner des problèmes de dysfonctionnement au niveau du cerveau et du système nerveux. Ça peut entraîner une puberté précoce. Ça peut entraîner des cancers du sein, de la prostate. Ça peut entraîner le diabète type 2.
Qu'ils soient de couleur blanche, noire, bleue ou tout autre, les sachets plastiques nous font courir les mêmes risques, surtout quand ils sont utilisés dans des conditions particulières. Ne pas utiliser ces récipients-là pour mettre des aliments chauds, gras ou acides. Aujourd'hui, on voit les gens qui vont acheter la bouillie avec des sachets, ceux qui font la journée continue vont acheter dans des kits où on met la sauce dans le sachet qui est chaud, qui est gras, contient certainement des acides aussi. Donc, et c'est chaque jour. Donc, ça veut dire que en tout cas, la contamination est permanente et c'est quelque chose à éviter. À ce niveau, certaines personnes ont fait des constats alarmants. Le sachet là, souvent quand on peut manger qui est chaud là, souvent on part trouver qu'il y a la saleté qui reste dans la nourriture. Et selon Dr Chombiano, cela se produit car le chaud, le gras et les acides provoquent une interaction avec les sachets plastiques qui libèrent des substances nocives. Et ces composés sont entre autres le trioxyde d'antimoine et le bisphénol A. Ces produits sont des perturbateurs des hormones, de nombreuses hormones qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Ils contiennent aussi une substance qu'appelle le nonylphénol qui peut aussi agir comme le biphénol. Quant au plastique transparent ou bidon, utilisé pour conserver les boissons telles que l'eau minérale et autres jus, ils ne doivent surtout pas être exposés à la chaleur. En plus, ils doivent être utilisés qu'une et une seule fois. Dans l'actualité ce soir, la disparition d'une statuette sacrée à Pobé-Mengao inquiète les gardiens de la culture Kurumba. Tanga Bi, une de leurs divinités de fécondité, aurait disparu depuis le 20 mars dernier. Le ministère de la Culture, qui signale la disparition, demande la collaboration pour retrouver cette statuette. Vincent Rebego. Où est passée Tagabi, l'une des deux divinités au pays d'Agomba dans la province du Soum? Ce 27 mars, un habitant aurait constaté la disparition de la statuette de son site à Bougué, un village de la commune de Pobé-Mengao. Tagabi est une statuette mâle de la statuette de la fécondité qui est dénommée aujourd'hui Mamio. Tagabi est une statuette de protection de la communauté et réjouissance les différents problèmes de la communauté. La statuette n'est pas à sa première disparition et ses voleurs l'ont toujours amenée d'eux-mêmes à leur risque et péril, foi des garants de la tradition dans cette localité. Dans le passé, elle a été dérobée 2 fois. Et les 2 fois, elle a été retrouvée. Les voleurs sont venus par eux-mêmes déposer la statuette quelques semaines, quelques mois après. Mais après des dégâts, parce que c'est bon que je souligne ici, nul n'a le droit de déplacer sans autorisation la statuette de Tara. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Le ministère de la Culture, dans un communiqué, parle de vol et de pillage de biens culturels et appelle au retour de la statuette. En rappel, Mamio, sœur jumelle de Tagabi, avait elle aussi disparu en 91, retrouvée en Allemagne et rapatriée après 10 ans d'exil et de tractation. Justement, le ministère de la Culture qui insiste sur la collaboration pour retrouver Tagabi donne ici des numéros d'appel pour tous ceux ou toutes celles qui auront des informations. Je vous communique ces numéros. D'abord le 70 70 56 20 ou encore le 76 48 95 30 ou saisir encore l'autorité administrative la plus proche. C'est fini pour Danfani Fashion Week, une semaine durant où le pain tissé était à l'honneur. Exposition, défilé de modes et distinctions de personnalités qui se sont illustrées par leur attachement au Faso d'Anfani. Nathalie Sawadou. Des défilés de mode, des remises de trophées et des allocutions, c'est dans cette ambiance que les rideaux de la 2e édition du Danfani Fashion Week referment ses portes. Avec ses forces et ses faiblesses, elle a été un moment d'échange et de partage
entre les différents acteurs de la filière coton. Nous, on est satisfaits en tant qu'organisateurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui a peut-être moins bien marché. En tout cas, eu égard à ce qu'on entend, c'est l'aire d'exposition qui était au musée national. Mais là, je pense que c'est parce que c'est un endroit qui n'est pas très fréquenté, très connu. Donc, ça a peut-être été moins bien fréquenté que ce qui s'était passé sur Kwame Nkrumah. Pour la représentante du parrain, le Danfani Fashion Week est un honneur et aussi un défi qui engage tout Burkinabé à la valorisation de cette filière coton. Le président Roch-Marc Christian Kabore a été sollicité par les organisateurs pour être leur porte-parole auprès de ses pairs et même ailleurs, en vue de promouvoir la filière coton. Certes, c'est un honneur pour notre président, mais aussi un défi qui engage tous les Burkinabés afin qu'ils puissent réussir cette noble mission. Ainsi close, le rendez-vous est pris pour la prochaine édition en 2018 avec de nouvelles innovations. Et puis à l'étranger, une exposition a retenti dans le métro de Saint-Pétersbourg ce lundi en début d'après-midi. Les premières informations sur la situation arrivent pour le moment au compte-gouttes et de façon confuse. Mais l'attentat aurait fait une dizaine de morts. Ce soir même, le président Vladimir Poutine a réagi. Vladimir Poutine se trouvait justement à Saint-Pétersbourg pour une rencontre avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il a déclaré que toutes les pistes étaient envisagées. Je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances aux proches des personnes tuées et blessées, a-t-il solennellement déclaré. J'ai déjà parlé avec le chef des services spéciaux et le directeur du FSB. Les services de police et les services spéciaux sont au travail. Nous allons tout faire pour comprendre les raisons de ce qui s'est passé. Et puis du sport, l'épée de Damoclès planait sur le RCK depuis le 18 mars dernier, après les incidents survenus à la fin du match retour des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF RCK contre USMA. Le verdict est tombé ce lundi et la CAF a eu la main lourde. Le RCK reversé dans le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération jouera son prochain match interclub de la CAF le 9 avril contre le CS Flaxien au stade du 4 août à huis clos. L'entraîneur du RCK, Kamou Malo, est suspendu pour 8 matchs interclub de la CAF, dont 4 avec sursis. Une amende de 30 000 $ américains, soit environ 15 millions de francs CFA, est infligée au RCK. Plus d'informations sur ces sanctions tout à l'heure dans le magazine des sports. C'est sur le coup de 21h. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, revue de presse signée Vincent Tiendrebeo. Reprise des classes au Soum, les acteurs de l'éducation s'y attellent, nous informe l'observateur Palga, qui rend compte d'une rencontre à Djibo à cet effet. Selon le journal, les 1677 enseignants du primaire et du secondaire étaient tous absents de leur poste depuis le 6 mars, un taux d'absence record de 100%. À ce sujet, un parent d'élève se complaint. Il faut avoir un raisonnement objectif qui reconnaisse la réalité de la menace, mais qui prenne aussi en compte l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants, dit-il dans le journal. Et la raison de cette désertion massive, c'est la psychose généralisée, selon les premiers responsables de l'éducation de la province. Et parlant de psychose, fausse alerte d'attentats terroristes à Ouagadougou et l'éditorialiste de Sidoya s'insurge contre cette race de Burkinabé qui prend plaisir à faire dangereusement peur à ses compatriotes. Diffuser un message qui fait écho d'attaques imminentes dans des zones à forte affluence relève tout simplement de la bêtise humaine, écrit le journal en faisant cas de ce message anonyme du 30 mars, démenti par le ministère de la Sécurité. L'unanimité est l'arme idéale à opposer aux terroristes, poursuit le journal, qui appelle les citoyens à se mettre ensemble contre l'agression extérieure. Crise en RDC, chronique d'un chaos annoncé, titre le pays.
L'Église catholique s'étant lavé les mains, comme Ponce Pilate, le risque est grand que le pays soit livré à des gens disposés à le brûler. C'est à croire que ce ne sont pas les conciliabules et les appels à la raison qui peuvent amener Kabila à lâcher du lest. Comme si la chienlit politique ne suffisait pas, s'offusque l'observateur Palgar, qui déplore les attaques contre non seulement les symboles de l'État, mais aussi contre l'Église dans le Kasaï. Et avec cette tendance religieuse, le journal voit la RDC glisser dans l'abîme. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.